Alors, que se passe-t-il à la Renaissance? Là, je vous mets un texte d'un de nos grands historiens, André Chastel. Voilà, il dit « C'est une des rares époques de l'histoire qui soit dénommée d'elle-même. » C'est-à-dire une conscience qu'on était en train de renaître et de faire naître quelque chose. On verra sur ce renaître. Début du XVe, l'idée qu'on entrait dans un âge nouveau était formulée de façon si saisissante qu'on a conservé le souvenir pour caractériser toute la période. Rinascita, en italien, relève d'une intuition globale qui emporte le XVe siècle italien. Ça va gagner l'Occident, l'Angleterre, la Russie et aller à des répercussions dans le monde entier. On nous en parle dans le monde entier encore aujourd'hui et c'est une source d'inspiration importante. Des extraordinaires bouleversements, ça marque fondamentalement la société occidentale dans ce qu'elle a de mieux, à travers tant d'illusions, parce qu'il y a eu des espoirs fous à la Renaissance, on va voir, on a mis le bouchon extrêmement loin, on a fait une partie du chemin, mais tout n'a pas été fait. Période de générosité sans précédent aussi, déchirement d'une façon inoubliable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sur cette période en fait, où l'ambition humaine a atteint des sommets et des réalisations considérables. Alors voilà ce que nous dit le grand spécialiste anglais de la Renaissance. La nature de l'homme varie peu, les hommes ont toujours aimé la nourriture, la chaleur, élevé leurs enfants, se sentis plus heureux quand le soleil brillait que sous la pluie, ils ont souhaité la paix, ils sont battus dans des guerres, ils ont créé des œuvres d'art, etc. Mais pourtant, il y a eu au cours de l'histoire des périodes pendant lesquelles les hommes ont cru que la vie qu'ils menaient et les idées qu'ils défendaient rendaient leur époque totalement différente de la précédente. De toutes ces périodes, celle de la Renaissance italienne est la plus célèbre. Les hommes de la Renaissance ont considéré que leur époque marquait un tournant radical pour l'humanité. Donc on va voir cette conscience de ce que l'on fait, parce que parfois, après coup, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose, et donc c'est une des plus saisissantes. Alors, c'est une transformation générale, c'est pas un point, on va voir, ça touche les mathématiques, ça touche toutes les connaissances, ça touche la relation à l'art, à la société, à l'Europe, au monde, à la terre, à Dieu, enfin, c'est un phénomène de bouleversement général, donc qui va partir du nord de l'Italie. L'énergie peut tout, c'est une des phrases clés de la Renaissance, devise de la baisse de Saint-Paul à Parme, et avec une tendance bien marquée, évidente chez les grands maîtres, Raphaël, Michel-Ange, embrasser l'homme tout entier, et là c'est un besoin très fort actuellement, on dit mais quelle connexion entre le digital, l'humanisme, la santé, l'organisation de la cité, la politique, la finance, la création de richesses, donc c'est une approche de synthèse globale, d'arriver à refaire les liens qui permettent d'avoir une vision complète et de ne laisser aucun aspect inexploré ou inerte. C'est pour ça que même en 2 heures, on fera qu'un survol, tellement il y a de composantes. Mais on ouvrira des pistes, libre à vous d'aller plus loin. Donc, vision globale. Alors, qu'est-ce que l'idéal de l'innovation? C'est une référence. Nous, par exemple, c'est un des cours qu'on donne le plus dans le monde, mais toute la high-tech nous demande ça tout le temps, la high-tech américaine, indienne, je suis en disant, est-ce qu'on pourra arriver à ce niveau-là de réalisation? Donc, c'est pas vieux. Les business models n'ont pas pris un poil de vieux. Les techniques ont changé, mais et des systèmes sont toujours valables. Alors, les cités, ça se passe dans des cités, on va voir. Ce qu'on constate encore aujourd'hui d'ailleurs, l'humanisme, c'est un élément clé de la Renaissance, et sans doute un des éléments fondamentaux sur l'objectif, la synthèse par l'art, à dire grande approche, l'impertinence. Quand on fait les formations pour nos amis chinois, ils disent, bon, l'impertinence, c'est le truc qui a plus de mal à intégrer, quoi, par rapport. Mais on va voir le rôle clé de l'impertinence, il n'y a pas impertinence. Le commerce, l'échange, les mathématiques, l'argent, la banque, le crédit. Donc une des révolutions les plus fondamentales, elle est financière, création et répartition des richesses, invention et innovation, initiative, entreprise, c'est là que naît l'entreprise moderne, la découverte du monde, les apports fondamentaux et l'actualité. Alors, c'est d'abord un des points clés, il ne faut pas croire que c'est juste une petite affaire déjà qui serait qu'italienne ou même que européenne. Si vous regardez au niveau purement technique, la Renaissance, vous avez plus de moitié des inventions de la Renaissance qui viennent de Chine, qui viennent directement de Chine, comme la soie, la peau, tout un tas d'autres. Une partie importante vient d'Inde, notamment, on va faire quelque chose, on verra dans les mathématiques, on fait rarement, on va changer de modèle de calcul. Vous connaissez les chiffres romains, essayez de faire de l'algèbre avec des chiffres romains. Bon, algèbre, ça vient d'aljaïbre, ça veut dire calcul en arabe. Mais on dit les chiffres arabes, parce qu'entre l'Inde et nous, il y a les Arabes. Enfin, c'est indien. Les pères des mathématiques sont indiens, c'est eux qui ont inventé le zéro, donc c'est passé par le monde arabe, mais ça nous vient directement d'Inde. Et on a intégré beaucoup de connaissances aussi du monde
persique, aussi du nord de l'Afrique, aussi de l'Europe. On considère que c'est la première synthèse mondiale. C'est pas ce qu'on a tout découvert, c'est qu'on a été capable d'intégrer les connaissances venues de la Terre entière. Il n'y avait pas encore l'Amérique parce qu'on la découvre juste à ce moment-là, mais dès qu'on la découvre, elle va avoir une influence. On créera le sucre à partir de canne à sucre, etc. Mais enfin, synthèse qui va se faire à un endroit très précis, dans le nord de l'Italie. Et en plus, on va récupérer les connaissances de l'Empire byzantin qui s'effondre à ce moment-là, qui se transfèrent progressivement, les bibliothèques, les connaissances, les moyens, ils ne tombent pas d'un coup, vers l'Italie du Nord. Vous voyez Venise avec tous ses palais byzantins. Réintégration des acquis de Rome, qui était quand même une civilisation phénoménale, et puis les apports de toute l'Europe, notamment de l'Europe du Nord. On verra le rôle que jouent les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. L'invention de l'imprimerie, ça vient d'Allemagne. La peinture à l'huile, ça vient des pays du nord de l'Europe. Donc, connexion avec le nord de l'Europe. Donc, une synthèse internationale, parce que c'est les grands pays de commerce. Qui vous avez, par exemple, si vous dites au début de la Renaissance, les statistiques au Caire, moitié des étrangers sont vénitiens ou florentins ou venus d'Italie. C'est eux qui gèrent le commerce. La route de la soie alimentait Rome depuis la plus haute antiquité. On avait des poteries chinoises du temps de Rome. Donc là, on va avoir une intégration des connaissances du monde. Première synthèse globale. Donc, rassemble et intègre le meilleur des connaissances du monde et devient le berceau de l'approche humaniste moderne de l'innovation, avec 4 grandes innovations dans l'innovation, si l'on peut dire. Alors, si je prends le brevet d'invention, donc qui va naître, il naît en fait à Florence, mais il va être formalisé juridiquement pour la première fois à Venise, au début des années 1400, 1403, 1407. Et depuis, on travaille avec la même définition du brevet d'invention est restée la même depuis cette date. Le venture capital, le capital aventure qui va naître là aussi par l'apport des banquiers lombards qui va permettre de financer des choses qui sont difficilement finançables. La découverte de l'Amérique par Americo Vespucci, lui il va toucher le continent, il donnera son prénom à l'Amérique. C'est un des tout premiers financements de venture capital. De venture capital. Il n'en a pas attendu Stanford ou autre. C'est une création purement de l'Italie du Nord. Aventure parce que vous avez 2 chances sur 3 que le bateau coule et revienne jamais. Donc c'est vraiment du financement de l'aventure, pas du risque, de l'aventure. Le design, le designo, on va l'appeler, qui va en fait séparer pour la première fois de façon extrêmement structurée, et vous allez le voir, la phase de conception de la phase de réalisation, avec des durées de conception extrêmement longues, des mois, voire des années, avant d'engager les choses. Ça, c'est très important. Plus tard, mais beaucoup plus tard, on baptisera ça recherche, développement, test, évaluation. Là, le terme designo couvre à la fois la phase recherche, développement, conception, design, si on veut une définition moderne. Et puis une avancée déterminante dans l'objectif, parce que innover, ça veut dire faire quelque chose de nouveau, de mieux, mais de mieux pour qui ? Est-ce que c'est les cathédrales? Tant des cathédrales, c'était pour Dieu, c'est clair. On a vu d'autres, c'était pour le roi, le prince, on faisait un temple pour le militaire, le général. Là, c'est pour l'homme d'une façon générale. Tous les hommes, de quelque nature qu'ils soient, indépendamment de leur nationalité, indépendamment de leur statut social, l'arrivée de l'humanisme au cœur du système. L'homme au cœur du système. L'homme mesure de toutes choses. Et ça va amener fort, ça mène aujourd'hui toute la logique des droits de l'homme, justement, quand on travaille avec les Chinois. Ils disent, mais vous n'allez pas vous occuper des affaires internes à la Chine. On dit, ah oui, mais l'humanisme, ça traverse tout. Donc là, pour le coup, c'est universel. Un homme, c'est un homme, qu'il soit chinois, qu'il soit espagnol, italien, peu importe, qu'il soit riche ou pauvre, le but, c'est l'amélioration de la condition humaine. Donc là, vous voyez, un changement radical, parce qu'on n'avait pas eu ça, on a vu ça un peu au temps grec, en romain, mais pas structuré de cette façon, comme en étant l'a priori fondamentale. Donc vous voyez, 4 avancées déterminantes aujourd'hui, elles sont toujours là. C'est human-centric, l'humanisme, on dit human-centric, brevet, technologie, protection de la propriété intellectuelle, je peux vous en dire, le financement de l'innovation, le venture, la montée en puissance, l'importance fondamentale de la conception, design de l'art pour arriver à avoir une bonne conception. Donc, alors, le contexte historique, je ne vais pas m'attarder trop, ça se passe de l'endroit, je dirais, où ça ne devrait pas se passer, pourrait-on dire. On a des puissants
des puissants royaumes en Europe à cette époque, le royaume d'Espagne, très puissantissime, le royaume de France, d'Angleterre, et puis l'empire, Saint-Empire romain germanique, le plus puissant de tous. L'Italie, elle n'est pas du tout intégrée. L'Italie, elle est restée très moyenâgeuse dans son découpage, mais pas moyenâgeuse dans son organisation. Un des grands acquis de Rome, c'est qu'en fait, on a des villes indépendantes, des villes-États indépendantes, on va voir petites, pas très grandes, qui se cartonnent un peu, et donc qui sont des lieux d'autonomie, ils vivent du commerce, de l'échange, de la banque, un peu dans le monde entier. Alors on a une présence forte qui est celle de l'Église, qui dominait tout le Moyen-Âge, la scolastique, tout était réglé par l'Église, qui avait mis des textes sous le boisseau, et là l'Église s'affaiblit. Elle s'affaiblit, d'ailleurs les papes partent en Avignon. Hein, vous savez, parce que Rome n'est pas sûre, etc. Vous avez un affaiblissement de la papauté qui va donner une marge de manœuvre. Et puis, les grands pays européens sont pris dans leurs propres problèmes. La France avec l'Angleterre, sa guerre de 100 ans. Comment donc l'Empire romain germanique est plutôt en liaison ou en conflit ou va coopérer avec l'Espagne. Et donc, il y a une pause dans les villes du nord de l'Italie obtiennent qu'on ne les embête pas. En fait, qu'il y ait un accord de non-agression, disons. Et on va avoir de l'autre côté l'Empire byzantin qui était richissime, qui était extrêmement innovant, par ailleurs qu'avec ses fantastiques bibliothèques, ses codex, ses connaissances accumulées. Tout le monde du Moyen-Orient, avec lequel l'Italie commerce continuellement, comme elle l'a fait, à travers ce monde, par les pays arabes, l'Inde et la Chine, par la route de la soie, tout ce qui arrive du pays, aller jusqu'à l'Orient. Alors, on a ce contexte. Alors, et en plus, il y a l'acquis de l'Empire romain qui est spécifique. Rome, ça fait 1000 ans que l'Empire romain s'est effondré quand on démarre la Renaissance. Mais il y a des acquis de l'Empire romain, déjà des routes exceptionnelles qui desservent toute l'Europe, des aqueducs, des monuments, de l'art, des textes, une liberté de l'élite urbaine qu'on n'a pas, nous, on est en plein Moyen-Âge, si vous voulez. Toutes les villes sont indépendantes, les citoyens sont libres, à part un petit peu Milan, qui est un petit peu organisé de façon un peu médiévale, féodale. Alors, ces villes, elles sont puissantes en tant que villes, mais ce n'est pas des États. Alors, en tant que ville, on va voir plus de moitié des villes les plus peuplées de cette époque sont les villes du nord de l'Italie. Donc, c'est des villes puissantes. Donc, elle va se trouver au carrefour, en fait, de connaissances, d'échanges, dans une période de paix relative. La diffusion de la Renaissance en Europe, je ne la traiterai pas. Ça part d'Italie du Nord. Après, chaque pays, c'était tellement important de chercher de tirer la couverture à lui. Il faut voir les choses incroyables qu'on trouve dans les livres d'histoire. Moi, j'ai des centaines de bouquins sur la Renaissance. Chacun essayait de tirer la couverture à lui, qu'en fait, il ne s'était rien passé en Italie, que tout a commencé quand François Ier est venu, ou que tout a commencé quand les Anglais... En fait, on a entre 50 et 150 ans de décalage, suivant où on se trouve en Europe, entre la Renaissance italienne et l'influence qui va se répercuter jusqu'au fin fond de l'Angleterre, où au XVIe siècle, on parle encore de Renaissance, alors que c'est bouclé en Italie depuis bien longtemps. Mais je ne vais pas rentrer dans cet aspect. Une influence très faible sur l'Espagne, qui est un puissant royaume. Donc ça part bien, nous on s'intéresse en tant qu'innovation de ce qui va être nouveau. Où ça va naître? Ça naît au nord de l'Italie. Donc c'est une pause, c'est un moment assez exceptionnel, peu de conflits, des cités à taille humaine qui n'ont même pas d'armée, au cœur des connaissances du monde, des lieux d'échange, de commerce, de relations. Ça va durer 2 siècles et demi, enfin, on ne va pas faire des bagarres d'historiens, les chambres, enfin, grosso modo. En fin de période, si vous voulez, ces villes italiennes, dont la zone naturelle d'activité, c'est la Méditerranée, qui depuis longtemps Rome a su gérer cela, Mare Nostrum, et puis la connexion avec la mer du Nord directe, on verra. À la fin de la période, si vous voulez, il y a une fin, la Renaissance s'arrête en Italie, on a une période assez dure, assez violente, et puis là, il y a une prise de conscience de fragilité des cités italiennes face à la dimension du monde. Les empires et les royaumes autour reprennent de la puissance et se réintéressent à l'Italie comme zone d'influence. On voit arriver les Français, les Allemands, etc., les États, et puis il arrive les guerres de religion qui vont être saignantes, alors que toute la Renaissance, vous allez voir, échappe à ce phénomène. Et puis sentiment d'inachevé, d'inachevable de Léonard de Vinci.
qui régulièrement pestait contre Dieu, qui lui a donné une vie aussi courte, en disant qu'il faudrait 250 ans pour faire ça. Donc Dieu s'est trompé dans ses calculs. Par rapport aux œuvres humaines à faire, il dit, moi je ne vais pas faire un tiers de ce que j'ai à faire, quoi. Donc voilà, régulièrement ça lui revenait en disant, on n'a pas fini le boulot, bon, en gros. Alors, au nord de l'Italie, vous voyez, vous avez Venise, vous avez Milan, vous avez le Piémont-Savoie, Gênes, Florence, Sienne, les États pontificaux, et puis le sud de l'Italie appartient à la France à l'époque, c'est le royaume de Naples, qui est sous influence française. Et vous avez deux grandes zones qui sont commerçantes, Venise d'un côté et Gênes de l'autre, qui ont des routes maritimes. Savoir que la ville de Venise a 3500 navires qui vont le plus loin où il est possible d'aller. Et donc les Vénitiens et les Génois se cartonnent régulièrement. En 1298, toute la flotte vénitienne est détruite par Gênes, qui vient couler les bateaux dans le port. Et revanche, 1380, la flotte génoise est détruite par Venise. Bon, voilà, ça se cartonne un peu sur les bords. Et puis on aura une grande période de paix. Ligue italienne, Milan, Venise, Florence, Naples, États pontificaux décident de ne pas avoir de conflits. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir tellement de conflits. Alors, les grandes dates, vous voyez, les papes en Avignon 1305, les schismes 1447, les papes humanistes, on verra deux papes adhéreront à l'humanisme de la Renaissance. Et puis ça se terminera, vous voyez, 1527, mise à sac de Rome, en fait par les troupes de l'Empire, Saint-Empire romain germanique. 1542, arrivée de l'Inquisition, alors que l'Italie avait totalement échappé à l'Inquisition. Un grand humaniste, Giordano, brûlé vif, 1600. Donc ça se terminera, mais la Renaissance italienne aura diffusé partout. Et beaucoup d'humanistes de la Renaissance seront partis, comme Léonard de Vinci sera parti en France, embarqué dans les bagages de François Ier. Aussi vaut du... Alors, au niveau gouvernement, je ne raterai pas, on peut dire que Florence a testé tous les modes de gouvernement possibles et imaginables. En fait, donc, ce n'est pas tellement une logique politique qui va dominer la Renaissance. La chute de Constantinople est importante, puisque c'est un empire d'une puissance inouïe. Alors, il y a la date en 1453, mais en fait, ça fait plusieurs décennies que, petit à petit, le Byzance se réduit, et les richesses partent régulièrement. Donc c'est plutôt symbolique, la chute de Constantinople. Le sultan turc prend le contrôle de la ville et on va avoir l'Empire romain. Alors la question, une des grandes questions, on verra toujours aujourd'hui, est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe ou pas? Grande question à la Renaissance. Est-ce que c'est une extension de l'Asie? Est-ce que c'est une partie de l'Europe? Est-ce qu'on doit la reconquérir? Est-ce qu'il faut se battre pour Byzance? Est-ce que l'on doit laisser cette influence, relation? Est-ce que la Grèce et la Turquie font partie, oui ou non, de cet ensemble? Vous voyez, actualité du phénomène. Et puis Venise essaiera de reconquérir Byzance, elle s'affaiblira d'ailleurs à cette période-là, alors qu'elle avait beaucoup participé à sa chute, pour ainsi dire, elle a fait plusieurs fois des blocus. Enfin, je ne rentrerai pas dedans, si ce n'est qu'on a un transfert assez massif de connaissances, de personnes, de richesses qui vont se faire pendant la réduction de l'activité de l'Empire, la montée de l'Empire ottoman. Alors, un contexte extrêmement particulier qui aurait dû tout foutre par terre, les épidémies de peste. Une période effroyable, puisqu'en 1346 et 1353, l'Europe perd entre 20 et 25 millions d'habitants, un quart de sa population, sur les continuelles épidémies de peste. Ça revient comme la peste, vous savez, on dit encore aujourd'hui. Peste noire, notamment, qui était d'une violence inouïe. Donc, des épidémies de peste vont ravager surtout l'Italie du Nord, mais ils vont s'étendre à toute l'Europe. Florence, par exemple, 1348, perd moitié de sa population. Pourtant, c'est déjà pas les grandes villes. Elle va plafonner à 80 000 habitants, va tomber à 40 000. Donc, ça y est, ça part de petites villes. Elle connaîtra 17 épidémies de peste entre 1348 et 1649, dans la période récente. Bon, ça revient de façon régulière. Et ça va donner un contexte, vous voyez, de force, parce que ça touche tout le monde en plus. N'importe qui peut être touché par la peste. Ça touche les enfants, les riches, les pauvres. Vous avez ces images où on ramasse les cadavres dans les grandes villes italiennes, et notamment à Florence, et ça reviendra de temps en temps. Alors, on a cette relation à la mort qui va jouer un rôle important. À un certain temps, l'Église l'utilise en disant, vous voyez, si les épidémies de peste reviennent, c'est parce qu'on n'a pas prié assez, enfin, on n'était pas dans les clous, donc c'est que Dieu l'a voulu d'une certaine façon. Et puis petit à petit, comme ça revient régulièrement, et puis qu'on a une moindre influence de l'Église, on le ressent moins comme un châtiment de Dieu, si vous voulez, on en tire une philosophie de la vie, qui va être en fait la fragilité humaine, à la fois sa grandeur et sa fragilité. On peut mourir d'un instant à l'autre. Voilà ce que dit Guy Chardin, qu'un humaniste de la Renaissance. C'est un fait remarquable que nous devons tous mourir, et pourtant nous vivons tous comme si nous devions vivre à jamais.
Et donc on va en tirer la conséquence qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut agir rapidement, avec discernement, parce que la mort peut frapper. Alors c'est pas la logique de brûler la chandelle par les deux bouts, hein, on dirait, bon, puisque de toute façon on s'en sortira pas, mais c'est une dynamique de réaction par rapport à la condition humaine. Et ça va intervenir de façon assez notable dans la montée de l'humanisme. L'homme est fragile, il faut le protéger. Hein, on va prendre soin. On fera des superbes, comment dirais-je, bâtiments, s'occuper des enfants dont les parents sont morts de la peste, etc. Donc on va voir dans cette partie humaniste le rôle que ça a joué.